Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci, merci d'être venus et merci à vous d'avoir fait le déplacement jusqu'à Saint-Étienne, si je puis dire. Donc, je ne vais pas être bien long, c'est juste pour vous accueillir pour cette soirée rencontre qui va un peu, on l'espère, vous susciter un certain nombre de réactions, de questions auprès de nos deux intervenantes. Donc voilà, très rapidement, je passe la parole à Daniel et que je remercie aussi ainsi que Michel pour ce nouveau moment entre tous nos beaux établissements. Voilà, donc merci à l'école d'architecture de nous accueillir dans cette belle salle qu'on a toujours plaisir à retrouver. Je suis heureuse d'accueillir ce soir donc Cécile Cuny et Hortense Soichet, autrices du livre « On n'est pas des robots » que vous avez ici en nombre et qui expose actuellement à la galerie Le Bleu du Ciel à Lyon. Il y a des petits flyers, des petits cartons pour vous convier à aller à cette exposition. Nathalie Moadjé, donc la troisième autrice du livre, n'a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et donc, nous allons échanger d'une part entre Cécile et Hortense, et puis avec deux collègues de l'université, Michel Rothenberg, qui est sociologue, et Georges-Henri Lafont, qui est géographe. Pour ma part, je représente la photographie. Donc, il s'agissait de croiser les disciplines autour du livre que vous avez réalisé. Alors, cette rencontre est organisée à l'initiative de la revue Focal, qui est une revue en ligne, en open access, consacrée à la photographie. Cette rencontre a été rendue possible grâce au soutien du projet Art, qui est un projet qui est maintenant devenu un institut Art, qui a pour mission de coordonner au niveau de Saint-Étienne les différentes institutions qui travaillent dans le domaine de l'enseignement et de la recherche en art, et donc qui réunit l'École nationale supérieure d'architecture, où vous êtes, l'École supérieure d'art et de design, l'École de la comédie et l'université Jean Monnet, autour de cette question de l'enseignement et de la recherche en art. Alors, nous sommes là ce soir pour parler de cet ouvrage. Donc, on n'est pas des robots, hein, que je vous montre, qui est paru aux éditions Créafis en 2020. Les éditeurs de cet ouvrage sont présents dans la salle, hein, et ils pourront peut-être intervenir le cas échéant, puisque l'édition d'un livre, c'est évidemment un travail collectif où les éditeurs jouent un rôle important. L'envie que j'ai eue d'organiser cette rencontre autour d'On n'est pas des robots tient au fait que je trouve que c'est vraiment un ouvrage qui est magistral. Magistral, je dirais, par son sujet et par sa méthode. Alors très rapidement, parce que je ne vais pas déflorer le sujet, hein, mais par son sujet, un sujet qui n'a pas été, à ma connaissance, énormément traité. Hein. Il s'agit d'envisager le vécu des ouvriers et des ouvrières du secteur de la logistique, des travailleurs donc, qui sont tout à fait essentiels à nos modes de vie contemporains, qui travaillent dans des entrepôts qui sont généralement situés près des grands axes routiers et dont on ne parle ordinairement que peu parce que cette activité est relativement invisibilisée. Alors, je coupe l'herbe sous les pieds de Cécile, hein, mais l'emploi, c'est un secteur d'emploi qui représente donc 13% des ouvriers en France et 17% en Allemagne, mais je n'en dirai pas plus. Hein. Donc, il s'agit d'un nombre important de personnes qui ne partagent pas les conditions de travail qui sont celles des ouvriers de l'industrie traditionnelle. Un livre qui me paraît aussi tout à fait original par sa méthode, puisqu'il s'agit d'une recherche en long cours qui a été menée à la fois par une sociologue et par des photographes. Et donc ce livre croise en quelque sorte deux régimes de recherche, deux façons de transcrire, de restituer l'enquête qui a été menée.
et donc l'image et le texte qui apportent chacun une part importante à la recherche. Je crois aussi que l'intérêt vient de l'articulation des deux, de ce qui peut se tisser entre les deux. Puisqu'en effet, loin d'être redondants, les textes et les images rétroagissent les uns avec les autres et se situent dans un rapport de complémentarité. Mais donc Cécile Cuny et Hortense Soichet sauront mieux en parler que moi. Je les présente donc très rapidement. Hortense Soichet est titulaire d'un doctorat en photographie. Elle travaille comme photographe depuis une quinzaine d'années sur la manière dont les personnes investissent leur lieu de vie, soit à l'échelle du logement, soit à une échelle un peu plus large, à savoir l'échelle du territoire dans lequel ils s'inscrivent. Hortense Soichet a par exemple réalisé un ouvrage qui s'appelle « Intérieur », consacré à des logements du quartier de la Goutte d'Or à Paris, ou un autre ouvrage intitulé « Au Fénacier », consacré à des logements sociaux qui sont à Colomiers. La rencontre occupe une place tout à fait centrale dans son travail. Il s'agit généralement pour elle, pour toi, d'instaurer un dialogue et de co-construire avec les personnes que tu côtoies des situations. Les projets que tu réalises sont généralement menés en collaboration avec des chercheurs, avec des artistes ou encore avec des amateurs. Tu as plusieurs ouvrages à ton actif, beaucoup d'expositions également. Et juste peut-être un petit mot sur ton dernier livre qui vient juste de sortir, que vous allez pouvoir consulter, qui s'appelle « Hier, on est sorti faire des photos ». Il s'agit de la restitution d'un travail mené en collaboration, ou plus exactement un travail de création partagée, qui a été mené à la maison de quartier d'Ivry-sur-Seine. Mais peut-être pourras-tu en dire un mot tout à l'heure, ou peut-être que vous pourrez poser des questions à ce sujet. Alors Cécile Cuny, qui a, c'est rare, une double formation donc de photographe et de sociologue. Cécile Cuny a fait des études à l'École nationale supérieure Louis Lumière, qui est spécialisée dans le domaine de la photographie, du cinéma. Et elle possède une habilitation à diriger des recherches en sociologie. Donc tes recherches portent principalement sur l'espace ouvrier, sur l'urbanisme participatif, et tu t'intéresses beaucoup à la collaboration qui peut exister entre les arts et les recherches en urbanisme, les études urbaines. Tu es cofondatrice du groupe Penser l'urbain par l'image, dont fait également partie Hortense, groupe de recherche qui réunit des chercheurs, des universitaires en études urbaines, mais également des vidéastes et des photographes. C'est un groupe de recherche qui est basé à Marne-la-Vallée. Alors je vous propose, si vous voulez compléter tout à l'heure ce que j'ai dit à votre sujet, vous pouvez le faire. Je vous propose donc de présenter toutes les deux On n'est pas des robots, à l'absence de Nathalie, qui n'a pas pu venir. Ensuite, Michel, Georges-Henri et moi-même, nous pourrons poser quelques questions, mais nous veillerons à laisser du temps disponible pour que vous puissiez également poser des questions vous-même. Et je trouve que c'est important qu'il y ait également un dialogue avec les gens qui sont dans la salle. Merci beaucoup pour cette présentation et puis donc pour l'invitation. On est heureuse d'être là avec vous ce soir pour présenter le livre. En plus, au moment où l'expo est encore visible, pas trop loin. Pour ceux et celles qui éventuellement iraient à Épinal, il y a aussi une version beaucoup plus réduite et sur panneau, donc c'est pas tout à fait
la même qualité, on va dire, mais elle est aussi visible du coup à la bibliothèque municipale, voilà, à Épinal. Donc j'ai peut-être commencé rapidement par vous présenter un petit peu le sujet, même si c'est vrai que ça nous fera gagner du temps du coup dans la présentation. Puisque, comme l'a rappelé Daniel, donc le sujet c'est l'activité logistique, mais à partir d'une entrée en fait par le travail en fait et le travail en entrepôt. Donc là vous avez par exemple une vue de l'intérieur d'un entrepôt qui va certainement vous évoquer des choses déjà connues puisque ça ressemble effectivement aux fameux entrepôts Amazon. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que même si le grand public connaît essentiellement cette activité par l'intermédiaire du e-commerce et donc les débats qui ont pu avoir récemment ou même depuis plusieurs années autour de Amazon, en fait, c'est une infrastructure qui existe en fait depuis toujours, hein, qui était liée à l'industrie. Sauf qu'à partir du moment où l'industrie a commencé à délocaliser ses activités en dehors de la France, du coup, il y a eu une dissociation entre l'activité logistique qui allait rester chez nous et puis les activités plus productives. Enfin, vraiment, parfois les chaînes de montage restent aussi chez nous, mais après, il y a toutes les activités d'extraction, de fabrication de composants, etc., qui ont pu être délocalisées. Et en fait, à quoi ça sert la logistique ? Ça sert justement à organiser le transport et la manutention, et donc à rapatrier en fait tous ces produits qui sont produits ailleurs, chez nous, éventuellement sur nos chaînes de montage qui sont encore en France, ou alors tout simplement vers des entrepôts comme ceux sur lesquels on a travaillé pour la grande distribution, qui vont permettre du coup de dégrouper les marchandises et de les réassembler ou de les regrouper dans des colis plus petits à destination des points de vente ou, dans le cas du e-commerce, à destination directement de chez vous. Donc il faut vraiment avoir en tête que en fait, vous n'y coupez pas. Vous pouvez refuser d'acheter en ligne sur Amazon, mais même si vous achetez le livre chez Créafis, il y a derrière, donc dans une petite librairie indépendante de centre-ville, il y a derrière cet entrepôt, Interforum, qui distribue le livre et qui le rend présent du coup dans toutes les librairies indépendantes de France. Donc voilà, vous n'y coupez pas, ce n'est pas possible. Donc tout ça pour dire que c'est une infrastructure en fait essentielle chez nous et du coup les univers de travail, ils sont assez proches en fait des univers industriels, en tout cas dans l'organisation du travail. Par exemple, le fait qu'ici on ait un convoyeur, ça permet d'automatiser un certain nombre d'opérations, mais du coup, ça va créer, par exemple, du travail posté. Ça va aussi isoler certains ouvriers des autres. Donc, ça va avoir un ensemble d'effets, en fait, sur le travail concret. Et nous, notre objectif, parce qu'après, le but de l'ouvrage et donc de la recherche dans laquelle il est ancré, c'était pas seulement de documenter le travail, notamment parce qu'en fait, il se trouve qu'en sociologie, il y avait un certain nombre de thèses en cours, d'ethnographie très précise du monde du travail. Moi, en plus, je ne suis pas sociologue du travail, je suis plutôt sociologue de l'urbain. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était justement de sortir des entrepôts pour pouvoir suivre des personnes dans leur vie quotidienne avec une interrogation sur les effets que peuvent créer, par exemple, la dissociation entre lieu de travail et lieu de résidence, parce que ça, c'est quand même un effet des transformations à partir des années 80, mais aussi des conditions dans lesquelles les zones d'activité logistiques dans lesquelles sont concentrés ces entrepôts, donc la manière dont ces zones sont produites à l'extérieur des villes, en périphérie, contribue en fait à accroître l'éloignement entre lieu de travail et lieu de résidence pour ces personnes par rapport à ce qu'on connaissait pour les ouvriers de l'industrie. Donc voilà, c'est le type de questions en fait qu'on se posait. Et donc, on a cherché à rendre compte à la fois des pratiques résidentielles, mais aussi des pratiques de loisirs ou de consommation des personnes rencontrées en premier lieu en entrepôt, sur 4 terrains d'enquête
Oui, là, en fait, vous voyez, alors c'est ce que j'ai oublié de vous dire peut-être, c'est que notre présentation, elle alterne à la fois des images du livre, des images publiées dans le livre, mais donc qu'on a retirées du livre et qu'on vous présente telles quelles, et puis donc des images du projet, et puis des images de l'exposition. Donc c'est le cas, là, par exemple, vous avez une vue de l'exposition actuellement à Lyon, au bleu du ciel. On pourra éventuellement revenir sur les questions d'accrochage si vous avez envie dans la discussion. Et du coup, j'attendais que Hortense arrive voilà, à la diapositive qui présente les 4 terrains d'enquête, parce que du coup, on a aussi cherché en fait, à comparer donc les questions dont je vous donnais un exemple entre la France et l'Allemagne. Pourquoi cette comparaison? C'était notamment parce que il se trouve qu'en Allemagne, on n'a pas du tout le même discours sur la désindustrialisation qu'on a en France. L'Allemagne est encore considérée comme une économie qui a préservé une partie de son industrie. Donc moi, ça m'intéressait justement de regarder comment la logistique pouvait être considérée dans ce pays. Sachant que par ailleurs, l'Allemagne est aussi, a aussi une très forte concentration de cette activité. Et donc, à l'intérieur des 2 pays, on a identifié 4 terrains. 2 terrains qui étaient vraiment en périphérie de grandes agglomérations. Donc, on a travaillé sur Marne-la-Vallée, qui est en grande couronne parisienne, et puis en périphérie de Francfort. Dans les 2 cas, on a des grands aéroports de fret internationaux et donc une importante concentration d'activités logistiques liées à ces aéroports, mais aussi à toutes les industries présentes sur place, et également liées au fait que c'est aussi des gros centres de peuplement, et donc avec des gens qui consomment beaucoup, ce qui génère aussi beaucoup de logistique. Et les 2 autres terrains, c'était les villes de Orléans et de Kassel, qui dans les 2 cas sont situées à ce que les logisticiens appellent des positions de barycentre. C'est-à-dire qu'à partir de ces 2 points, vous pouvez rejoindre pratiquement dans le même temps, par la route, les différentes villes en France ou en Allemagne. Et donc, du coup, c'est des points un peu stratégiques, notamment pour le e-commerce ou la grande distribution. Mais du coup, c'est des activités qui sont vraiment liées au transport routier. Et je te passe la parole. Moi, je vais poursuivre avec la démarche d'enquête. Le travail s'est divisé en 3 temps. Le premier temps, la première étape, elle a été consacrée à l'exploration des zones logistiques. Donc, comme Cécile vous l'a expliqué, ce qui nous intéressait, c'était d'approcher ce sujet, non pas en entrant dans les entrepôts, mais davantage en essayant de comprendre déjà quels espaces sont produits, qu'est-ce qui est généré, qu'est-ce qui fait que cette activité a un impact sur les espaces dans lesquels les entrepôts sont implantés, et puis après, comment les personnes qui y travaillent vont être impactées aussi dans leur quotidien par cette activité, par sa localisation et sa spécificité. Je reviens juste sur les photographies que vous avez vues en introduction lorsque Cécile parlait. Donc, on a fait le choix de présenter des photographies que j'ai faites en entrepôt dans le cadre d'un projet qui était le prolongement de ce travail-là et qui est présenté également actuellement à Lyon à la galerie Le Bleu du Ciel en écho à ce travail On n'est pas des robots pour aussi permettre cette incursion dans ces entrepôts pour donner une image quand même de ce travail. Voilà, donc c'est pour ça, c'est dans cette perspective-là qu'on a souhaité vous les présenter là, pour montrer vraiment de quoi il s'agissait. Donc la première étape de notre travail a été d'explorer ces zones, ces zones situées à la périphérie des villes, qui sont des zones difficiles d'accès et qu'on a explorées à pied. On a eu envie, on se connaissait depuis un moment, donc on fait partie du collectif Penser l'urbain par l'image. On avait eu l'occasion de travailler sur la question des collaborations. Donc dans le prolongement de travaux précédents, on a eu envie d'étudier et d'expérimenter plus en détail des démarches photographiques d'observation des espaces qui allaient nous permettre de mieux saisir le sujet et de déterminer comment on allait pouvoir parler de ces espaces par le biais de la photographie.
Pour ce faire, Cécile, donc tu as choisi de travailler, de t'inspirer plus particulièrement d'un travail de Ed Ruscher et de parcourir en ligne droite des axes, des zones logistiques en faisant un travail photographique qui consistait à reconstruire les façades des espaces traversés. L'enjeu, c'était de déterminer comment la photographie allait nous permettre d'approcher plus particulièrement ces espaces en ayant en tête au départ les observatoires photographiques, en se disant peut-être qu'on allait pouvoir s'inspirer de cette méthode-là pour regarder ces zones. Et finalement, on s'en est un peu détourné pour davantage chercher une approche qui allait nous permettre donc de découvrir le sujet tout en l'approchant photographiquement. Donc parmi les les centaines de photographies produites, finalement, pour ce qui est de l'exposition, seulement 4 photographies ont été retenues, qui donnent à voir des façades d'entrepôts à des périodes d'entrepôts qui ont des périodes de construction distinctes, ou des entrelieux, des espaces intermédiaires très spécifiques qu'on rencontre souvent dans ces zones et qui nous permettent aussi de les définir, de les donner à voir. Pour ce qui est de Nathalie Moradjer, donc la 3e photographe, elle s'est davantage libérée de ces inspirations-là pour partir à la recherche de détails dans ces zones-là, et notamment s'intéressant aux personnes présentes ou à des choses laissées sur place qui permettaient de déconstruire l'image du non-lieu qui est souvent associée aux zones logistiques. Donc la série de Nathalie, dans l'exposition, elle prend la forme d'un linéaire. Je ne sais pas si tu l'as passé. D'accord. On vous la montrera plus tard alors. C'est une série d'une quinzaine de photographies de format 20-30 de mémoire qui sont présentées en linéaire. D'accord. Et de mon côté, j'ai fait le choix de traverser l'ensemble des 2 zones sur lesquelles j'ai travaillé. Donc moi, j'ai travaillé essentiellement en France sur la zone de Marne-la-Vallée et d'Orléans. Et je me suis inspirée du travail de Laurent Malone, qui effectue des transects dans les espaces, pour photographier l'ensemble des axes qui traversent ces zones et m'arrêter régulièrement sur chaque axe en faisant 4 photographies qui représentaient les 4 points cardinaux des espaces traversés, ce qui donne lieu à un diaporama très long, un peu pénible aussi, volontairement pénible, qui dure une 40aine de minutes et qui permet de voir. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir entrer progressivement dans ces zones et de voir un peu quelles étaient les relations entre les différents axes, d'où on part. Parfois, on part d'une zone pavillonnaire et on arrive dans une zone un peu plus urbanisée, ou parfois on part d'un terrain vague et on sort finalement un terrain vague. Et puis, il y a des avenues, comme c'est le cas notamment à Marne-la-Vallée, des axes qui sont très longs, des rues qui sont très longues. Et donc, vous avez une suite comme ça de quadriptyques qui donne à voir des espaces assez similaires ou qui sont organisés toujours de la même manière avec cette voie piétonne, l'axe routier et puis un aménagement des espaces verts assez homogénéisé. J'ai complété cette observation par une vidéo que j'ai réalisée dans l'autre terrain à Orléans, où j'ai trouvé un lieu de convivialité, chose qu'il n'y a pas à Bussy-Saint-Georges, donc sur l'agglomération de Marne-la-Vallée. Et donc à Orléans, vous avez un café, restaurant, cafétéria, qui est fréquenté à la fois, comme on le voit là, par les ouvriers de la logistique qui travaillent dans les entrepôts aux alentours. La partie bar, elle est fréquentée plutôt par les chauffeurs poids lourds. Et puis, il y a la partie plutôt petit restaurant où on va rencontrer
soit des managers, des petits cadres ou bien des touristes qui s'arrêtent là pour déjeuner. Donc c'était vraiment un endroit privilégié pour prendre la température de la zone et qui me permettait, grâce à pas mal d'ouvertures sur l'extérieur, de pouvoir aussi filmer la zone depuis l'intérieur. Donc la vidéo qui est présentée à Lyon actuellement, elle dure une dizaine de minutes et elle se présente aussi comme un observateur finalement de cet espace et des plans fixes qui retracent à peu près le temps d'un service, donc des cafés du moment où les premières personnes viennent prendre le café jusqu'à la fin du service dans le restaurant. Donc ça, c'était la première étape consacrée à l'observation des zones logistiques où vous voyez qu'on est resté un peu en retrait. On était plutôt dans l'idée de déterminer ce qui était ce sujet et comment on allait l'approcher. Ensuite, il y a eu une deuxième étape qui a donné lieu à la réalisation d'entretiens avec une centaine d'ouvriers de la logistique dans les 5 entrepôts situés dans chaque agglomération. Donc il y avait à peu près 20 ouvriers et ouvrières qui ont été interviewés par entrepôt. Ces entretiens ont été menés par l'équipe de sociologues, donc par Cécile, par Clément et par David et Gwendal. C'est ça, désolée. Et enfin, la troisième étape qui porte sur les itinéraires photographiques, qui est vraiment le cœur de l'ouvrage et qui a été l'endroit où on s'est retrouvés pour travailler à plusieurs sur ces rencontres avec les ouvriers et ouvrières. C'est moi, désolée. Pardon. Donc, ces itinéraires qui se situent au cœur du livre, ils permettent de donner la parole à 14 ouvriers et ouvrières sous la forme de portraits. La méthode qu'on a utilisée, la méthode des itinéraires qu'on a empruntée à Jean-Yves Petitot, qu'il a utilisé et qu'il a mené avec un photographe essentiellement avec un photographe qui s'appelle Bernard Renoux, entre 1975 et 2012. Il a également mené des entretiens avec d'autres photographes par la suite. Cette méthode, elle consiste à mener un entretien au cours d'un déplacement à pied dans l'espace urbain. La personne qui est interviewée, elle sert de guide aux sociologues et aux photographes. C'est-à-dire elle va déterminer l'endroit où on se retrouve et le type de parcours, le choix du parcours à effectuer. Dans un article de 1993, Jean-Yves Petitot, il décrit cette méthode de la manière suivante. L'interviewé est, je le cite, à la fois scénariste, acteur et metteur en scène, puisqu'il constitue un récit, choisit les lieux et décors privilégiés. Pour l'itinéraire, l'interviewé, qui s'interdit donc toute intervention verbale, sert d'appui à l'élaboration du parcours par son écoute attentive. Puis le photographe suit avec plus ou moins de distance les chemins entamés par les deux interlocuteurs. Ce qui nous intéressait dans cette méthode, c'était les modalités d'implication des personnes enquêtées, parce qu'on voulait leur donner la parole, leur laisser une place importante. Et dans ce cas-là, ces personnes-là, quel que soit leur milieu d'origine, elles sont considérées comme les sujets du récit, qui peut être envisagé comme une performance culturelle au cours de laquelle la personne va s'approprier un lieu où elle va mettre en scène sa relation avec lui. Sur le terrain, les conditions de réalisation des itinéraires vont dépendre à la fois du binôme photographe, chercheur, chercheuse impliquée et de la relation qui va se nouer donc avec l'enquêteur. On a toutes les trois, Cécile, Nathalie comme moi, mené des itinéraires avec cette même liberté, la possibilité, comme pour la première phase du projet, de s'approprier plus ou moins la méthode. De mon côté, j'ai réalisé une douzaine d'itinéraires en collaboration avec différents sociologues de l'équipe, avec Gwendal, avec David,
et également avec Cécile, en tant que sociologue. J'ai fait le choix, après avoir tâtonné plusieurs mois, de travailler déjà en argentique pour ralentir le rythme, pour prendre plus de distance avec mon sujet. Et j'ai décidé, in fine, de sélectionner 4 à 6 photos par itinéraire qui allaient davantage montrer l'environnement dans lequel s'était déroulé l'itinéraire et la manière dont les personnes qu'on avait rencontrées y prenaient place. Comme il ne s'agissait pas pour moi de retracer l'itinéraire, la chronologie de l'itinéraire, l'enjeu c'était davantage de travailler sur un portrait composite de chaque personne qui permettait, notamment dans la présentation sous la forme d'exposition, de pouvoir en un coup d'œil montrer ce qui montrait un peu la spécificité de cette rencontre, le type d'espace dans lequel elle s'était déployée et ce que la personne avait eu envie de nous raconter de cette relation. Tu veux continuer ? Ah oui, pardon, oui. Je vais peut-être, je vais juste dire un mot sur l'itinéraire que j'avais sélectionné ici. Manuela, elle a 32 ans. Elle est intérimaire depuis 2015 dans la logistique. Elle a effectué une mission de 3 mois dans l'entrepôt du Grand Magasin et travaille désormais dans l'entrepôt d'une maison d'édition à Trappes. Donc désormais, c'était lorsqu'on a fait l'entretien en 2018. Elle habite dans un logement social à Saint-Germain-en-Laye, obtenu par le biais du 1% logement auquel elle cotisait par son agence d'intérim à Marne-la-Vallée. Je vais lui donner la parole, donc un extrait de l'entretien qui a été mené avec elle. Je suis née en Centrafrique. Je suis arrivée en France à l'âge de 17 ans, en 2002. C'est parce qu'il y a eu la guerre là-bas, ils ont failli faire sauter la maison, donc on ne pouvait plus rester. Mon père était directeur de la gendarmerie, donc il ne pouvait pas nous laisser là-bas. On est venu ici pour continuer les études. Et mon père, il est là-bas. Mais ma mère, elle est ici. Tous mes frères et sœurs, ils sont ici, à Rouen, en Normandie. Après mon bac, je cherchais une école de commerce pour pouvoir venir sur Paris. Et j'avais trouvé mon école de commerce dans le 92. C'était une école privée. Depuis, je suis restée sur Paris. Pendant mes études, j'étais dans une résidence étudiante à Villetaneuse et je m'amusais beaucoup, plus que d'aller à l'école. C'était mon père qui payait tout. Tout. Parce que je n'avais pas droit à la bourse. Arrivé un moment, il en avait marre de payer. Du coup, il a dit stop. Moi, après, j'ai galéré pour changer de statut parce que quand tu viens avec un visa étudiant, si tu ne valides pas tes années, tu es obligé de rentrer chez toi. Et comme je suis venue mineure et que toute ma famille était sur le territoire, ma mère était ici, ils se sont basés sur le fait qu'il y avait toute ma famille pour me donner un truc, vie privée et familiale, que je travaille avec. Je n'ai pas pu valider mon BTS Banque, donc ma première mission, c'était de faire des inventaires dans les magasins. Alors, je reprends la parole. Je vais essayer d'être un peu plus rapide parce qu'on a déjà dépassé le temps. Mais oui, mais bon, on va essayer de terminer en 5 minutes. Alors, du coup, donc, comme l'a dit Hortense, en fait, il y avait cette méthode des itinéraires, qui a été formalisée par Jean-Yves Petitot, mais que, en fait, chaque photographe et on va dire chaque équipe, puisque à chaque fois ça fonctionnait en trinôme, en fait, puisqu'il y a à chaque fois le sociologue, le photographe et puis la personne interviewée et photographiée. Et donc chaque itinéraire était aussi un aménagement ou en tout cas une réappropriation de cette méthode. Mais il se trouve que dans le livre, vous verrez que d'un point de vue formel, en fait, ça varie. Enfin voilà, il y a quand même une forme qui émerge et qui identifie les itinéraires en fonction des photographes. Donc vous avez vu une première forme qui est celle de Hortense. Là, du coup, je vais vous présenter plutôt une série d'itinéraires faits par Nathalie Moadjer en collaboration avec Clément Barbier. C'est des itinéraires exclusivement réalisés en périphérie de Francfort,
en allemand. Donc, ce que vous avez dans le livre ou dans l'exposition en termes de texte, ce sont non seulement des transcriptions, mais aussi des traductions. Et peut-être ce qui va caractériser l'approche ici de Nathalie Moadjer, c'est qu'elle travaille aussi en argentique, mais avec un petit appareil. Elle va suivre et au flash. Donc il y a beaucoup de photographies qui sont réalisées pendant les itinéraires, mais peut-être la caractéristique, c'est qu'elle a vraiment tenu aussi à revoir les personnes, en fait, quand c'était possible. Par exemple, là, pour Nina, qui est une intérimaire d'un entrepôt de grande distribution en périphérie de Francfort, qui était, au moment de l'itinéraire, c'était pas très clair, mais elle était à moitié sans domicile, et puis elle avait des affaires chez sa mère, elle était hébergée par un ami, voilà, et donc et donc Nathalie l'a rencontrée à 3 reprises sur une période d'à peu près 1 an et demi. Et donc, en fonction des moments, elles explorent soit Dietzenbach, qui est à la fois la commune en périphérie de Francfort, où se trouve l'entrepôt et où réside Nina quand elle est hébergée par son compagnon. Là, vous avez des vues de la voiture où elle stocke certaines affaires. Et ensuite, c'est plutôt des vues de Dietzenbach, d'un quartier qu'elle n'habite pas, mais donc qu'elle identifie comme un quartier où se concentre en fait une population turque qu'elle racialise. Hein. Et puis il y a une dernière période au mois de mai où c'est toujours à Dietzenbach, mais dans un environnement plus bucolique. Enfin, je crois qu'elle l'amène dans un parc, etc. Donc, ce qui va un peu caractériser l'approche de Nathalie, ça va être de capturer chaque fois des moments, mais dans une relation assez longue, tout en se concentrant quand même sur ces moments dédiés en fait à la photographie à deux. Et donc, je ne sais pas s'il y a une vue de l'exposition. Donc là, c'est un autre personnage, Mustapha. Ce qui est intéressant dans son cas, c'est que vous voyez, il s'est prêté au jeu de la prise de vue et il a beaucoup posé pour ce qui le concerne. Et donc, dans l'exposition, en fait, les portraits se présentent chaque fois comme une sorte de vue kaléidoscopique, en fait, des différents moments dédiés aux prises de vue, à l'intérieur desquels elle a glissé chaque fois au moins 3 extraits des entretiens qui sont soit des entretiens réalisés pendant l'itinéraire, soit des entretiens réalisés avec Clément, où les personnes vont souvent critiquer en fait le travail en entrepôt ou parler de leur expérience migratoire ou de leur quartier. Et donc, ça c'est une autre vue de l'exposition à Lyon. Vous avez du coup la série dont vous a parlé Hortense tout à l'heure, de Nathalie dans les zones d'activité logistique, qui voisine ici avec un 3e itinéraire que j'ai fait, avec Clément Barbier aussi, mais là c'était en périphérie de Kassel, avec un ouvrier d'un entrepôt pour un fabricant de panneaux solaires. L'une des caractéristiques de cet ouvrier, c'est que c'est quelqu'un qui a fait sa formation dans les années 70 en logistique et donc qui se présente en fait comme un logisticien de métier. Et donc, pour ma part, moi, je suis assez proche finalement de l'interprétation de la méthode qu'avait Jean-Yves Petitot, qui les présentait sous forme de roman photo. Alors moi, du coup, je l'ai interprété dans une forme un peu proto-filmique, où il y a une 30aine de photographies issues de l'itinéraire. Bon, je ne sais pas pourquoi ça saute là. Mais donc voilà, c'est présenté comme une sorte de film. Alors, c'est censé être un peu plus fluide quand même. Et donc le sous-titre, si vous voulez, ça reprend en fait des extraits d'entretien enregistrés pendant l'itinéraire. Et donc Uwe ici nous a donné rendez-vous dans sa commune et il nous emmène d'abord
voilà, à côté de chez lui, sur une colline où il allait quand il était plus jeune. Et ensuite, je ne sais pas si on aura cette partie-là, c'est un peu plus loin dans l'itinéraire. En fait, il nous emmène dans une autre zone logistique que celle dans laquelle il travaille au moment où on le rencontre, qui est le site de l'usine Zontex, qui était un fabricant de parapluies où il a travaillé une vingtaine d'années avec sa mère et où il était déjà en fait chef de la logistique. Voilà, et donc ça raconte un petit peu l'histoire des délocalisations, puisque Zontex, dans les années 90, a été délocalisé en Pologne, et des reconversions plus ou moins réussies dans la logistique. Voilà, donc peut-être pour conclure un petit peu sur cet ensemble d'itinéraires, mais aussi plus largement sur la recherche, ce qui nous intéressait du coup dans les 3 interprétations, c'était le fait que un itinéraire, c'est très court, en fait, c'est vraiment 3 heures. Alors, sauf quand Nathalie les reconduit, mais c'est finalement 3 fois 3 heures, par exemple, si elle les rencontre à 3 reprises. Et donc, c'était à la fois le pari, ça fait une situation très concentrée, mais c'est, je pense, justement dans c'est ce moment très concentré où les personnes peuvent à la fois nous présenter plusieurs lieux qui ont un lien avec leur biographie, mais où finalement, elles peuvent aussi exprimer des problématiques liées à cette biographie qui rendait pour nous la démarche intéressante. Je sais pas si... Oui, peut-être après... Oui, peut-être, voilà. Je peux terminer par le titre de l'ouvrage et de l'exposition. On n'est pas des robots. C'est en fait... une citation prise d'un entretien avec l'un des ouvriers qu'on avait rencontré. Alors pour lui, dans le contexte de l'entretien, ça fait référence. Donc c'était un intérimaire et qui faisait plutôt référence en fait au rythme de travail en fait qu'on lui imposait. Mais du coup, on l'a retenu aussi parce que, étant donné que dans le débat public, il y a tout, voilà, autour d'Amazon notamment, il y a aussi toute l'image qui consiste à dire que, à terme, une manière de résoudre les problèmes liés à ces conditions de travail en entrepôt, c'est de remplacer les humains par les robots. Ça faisait en fait aussi, c'était une manière aussi de mettre en évidence le fait que, pour l'instant, en tous les cas, le remplacement n'a pas lieu. Et en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que même dans les entrepôts qui introduisent des formes automatisées de travail, en fait, ça ne supprime pas le travail ouvrier. Simplement, parfois, ça le déqualifie, en fait, même très souvent. Et puis, ça déplace la pénibilité au sein de la chaîne, en fait. Donc, ça crée, en fait, d'autres postes souvent plus pénibles. Et donc, voilà, c'était une manière de reprendre cette interpellation aussi qui peuvent aussi nous-mêmes nous interroger quant à nos habitudes de consommation. Voilà, j'arrête là. Puis donc, on va passer aux questions. Oui, gardez le micro peut-être, puisqu'on va... Voilà, donc par rapport à d'autres types de méthodes employées en sciences humaines, qui sont davantage fondées, j'imagine, sur des graphiques, sur des tableaux, sur des textes qui restituent le travail d'enquête. Donc finalement, qu'est-ce que ça apporte d'autre, de différent, d'employer comme ça l'image, qu'elle soit fixe ou mobile? Parce que on voit bien finalement comment la présence de l'image peut aider à la restitution du travail, parce que ça permet de valoriser le travail entrepris. Ça permet de le faire connaître à des gens qui sont peut-être moins enclins à lire ce type de livre ou à consulter ce type de travaux. Donc il y a une vertu, je dirais, de diffusion qui paraît tout à fait évidente. L'image, c'est également quelque chose qui fait parler. On utilise souvent en sociologie l'image comme support de parole. Mais alors d'un point de vue, je dirais, de manière un peu plus
frontale, finalement, qu'est-ce que peut apprendre l'image en contrepoint des mots? Qu'est-ce qu'elle amène de spécifique? Alors, moi, je suis convaincue de son utilité, mais c'est assez difficile à verbaliser. Comment verbaliseriez-vous cela? Alors, juste pour... en fait, on a reçu les questions avant, donc on les a un petit peu préparées. Et pour le coup, là, c'est une réponse collective, parce qu'on en a discuté entre nous, donc comme ça... mais si j'ai oublié quelque chose, Hortense complétera. Et donc, ça inclut aussi le point de vue de Nathalie. Donc, nous, on a repéré 4 rapports. Alors, le premier point, c'est en fait le fait... Enfin, ça explique peut-être aussi pourquoi on a voulu faire une recherche visuelle, au fond. Parce que c'est vrai que les questions que je vous introduisais au début, on pouvait les traiter sans la photo. Il n'y a pas de souci. Ce qui était intéressant pour nous, c'était qu'on s'attaquait quand même à un secteur et un type d'activité pour lesquels il y avait globalement peu d'images. Mais les quelques images qu'on connaissait ne nous satisfaisaient pas. Enfin, moi, j'avais en tête notamment des séries son nom va m'échapper, Paysages sur commande, c'était ça ? Voilà, c'est ça. Et qui intègrent comme ça des vues de loin, d'entrepôts, mais du coup, qui ont tendance en fait à nous les rendre comme des lieux très étrangers, en fait. Et donc, qui renforcent leur côté déconnecté, quoi. Enfin, ce qui n'est pas forcément une approche mauvaise, mais du coup, ça a tendance à rester dans un rapport seulement critique de la logistique, c'est pas bien. Enfin, qu'on partage, c'est pas le problème, mais sauf que du coup, nous, on voulait adopter quand même une approche un peu plus compréhensive. Enfin, au moins rencontrer les personnes qui travaillent là et qui, elles, sont obligées de scoltiner ces espaces déjà de travail et puis les formes de travail à l'intérieur. Donc, du coup, c'était premier rapport et premier objectif, tout simplement, produire des images quand on constate qu'il n'y en a pas, ou en tous les cas, les quelques-unes qui existent ne nous satisfont pas. Et ça, je pense que de toute façon, c'est important et intéressant. Et le fait de le faire, du coup, dans le cadre d'une recherche, ça permet justement, par rapport à des images peut-être plus médiatiques, produites par des journalistes, justement d'inscrire ça dans un travail sur le temps long et dans des formes de collaboration, même si elles ne sont pas forcément très longues, qui peuvent... parce que les itinéraires, en soi, c'est une collaboration qui dure 3 heures avec les personnes interviewées. Mais en tout cas, qui les implique aussi dans la production de ces images, tout simplement à travers la manière dont elles vont choisir les lieux, les parcourir, se mettre en scène pour certaines dans ces lieux, ou tout simplement à travers ce qu'elles vont nous en dire. Et c'est pour ça que nous, on ne conçoit pas du tout la photographie en opposition au texte, ni même en fait en complémentarité, parce qu'on les a traités aussi comme ça dans le livre. Les textes font partie des images, en fait. Et parfois, on les a traités un peu comme des images, en fait. Donc, peut-être deuxième apport, c'est ça, c'est que ça s'inscrit dans une relation d'enquête qui ouvre à la collaboration avec les personnes photographiées. Et puis, le troisième point que j'avais noté, qu'on a discuté, c'était que du point de vue de ce qu'on appelle valorisation, c'est-à-dire que justement, ça nous permet de produire une exposition photographique, et ça, dans la relation aux spectateurs ou aux lecteurs, ou aux lectrices et spectatrices, c'est aussi différent parce que, en fait, quand on travaille sur... les choix d'installation, la mise en espace de l'exposition, bien sûr qu'on a en tête des idées ou un message qu'on voudrait transmettre. Mais au-delà de ça, en fait, on réfléchit surtout à la manière dont on va positionner les spectateurs pour qu'ils s'impliquent eux-mêmes dans le travail de déchiffrement et dans les relations qui vont pouvoir être créées entre les images, entre les textes et dans l'interprétation. Donc, d'une certaine manière, troisième apport, c'est en fait d'ouvrir un petit peu... le collectif de recherche, j'ai envie de dire, et d'impliquer les spectateurs ou les lecteurs dans ce travail d'interprétation.
Ce qui veut dire aussi, et parfois ça déçoit certains de nos lecteurs et lectrices qui nous disent oui, mais enfin bon, au final, vous nous faites travailler et nous, on aimerait que vous fassiez le travail et qu'il voilà, qu'il nous soit livré clé en main. Donc effectivement, c'est pas tout à fait cette approche-là qu'on a aussi bien dans le livre que dans l'exposition, encore que dans le livre, si vous voulez, il y a des textes, enfin il y a différents chapitres thématisés, et si vous voulez avoir notre point de vue sur le sujet, vous l'avez. Mais ça ne clôt pas le débat, en fait. Et c'est ça l'intérêt, je trouve, aussi de travailler avec les images, c'est que quelque part, il y a une ouverture interprétative qui implique les spectateurs ou les lecteurs dans ce travail d'interprétation. Et de fait, ça crée le débat. Et c'est aussi ce qu'on vit dans les expositions. Et c'est ce qui, moi, m'intéresse aussi, c'est que pour une fois, on rencontre les gens et on discute vraiment de nos expériences et puis même de l'interprétation qu'on peut avoir des images ou même de certains choix d'exposition. Si je peux me permettre, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de retourner la question et de déterminer, quand on est photographe, quel est l'intérêt de travailler avec des sociologues. Et pour le coup, pour compléter ce que disait Cécile, il y a un réel apport d'une discussion et d'un travail en profondeur qui va permettre régulièrement déjà de travailler sur une temporalité beaucoup plus longue et beaucoup plus lente et de pouvoir remettre en question chaque approche photographique dans le cadre d'échanges qui viennent nourrir la réflexion. Oui. La question que je vous ai envoyée, je suis en train de la relire, elle est un peu compliquée. J'ai l'impression que je me suis un peu mélangé les pinceaux quand je vous l'ai écrite. Donc je vais vous poser une question beaucoup plus directe et beaucoup plus simple. Comment est-ce que vous évaluez l'apport de la méthode de Petitot, qui limite quand même, enfin, je trouve que c'est une de ses limites, hein, qui limite le travail de sociologue ou de l'ethnographe à la vision, à accompagner la vision de la personne avec laquelle il travaille, par rapport à l'observation participant dans laquelle l'implication est aussi très forte, mais même peut-être plus forte et fonctionnant plus sur la durée. Alors celle-là, on l'a moins préparée. C'était juste la fin. Oui, je sais. C'était pour... alors, peut-être pour vous répondre, je pense que c'est pas le même... moi, j'avais fait ma thèse. Donc là, le travail qu'on a fait, c'est pas une ethnographie au sens, j'ai envie de dire, strict du terme, dans la mesure où... on a des moments d'immersion, mais qui ne sont pas aussi prolongés et répétés que, par exemple, ce qu'avait pratiqué Sylvain Connor. Je crois que c'était l'anthropologue photographe aussi cité dans la question envoyée, qui, elle, avait fait tout un travail, par exemple, sur une communauté de femmes tunisiennes, si je me souviens bien, à Paris. Et donc, il a passé au moins une année avec elle. Ça s'est traduit par des commandes d'images. Elle avait commencé à faire des photos. Ensuite, les femmes lui en avaient commandé. Et puis, finalement, c'est dans cet échange autour de la photo qu'a émergé, en fait, le travail. Donc, nous, on n'a pas travaillé comme ça. Effectivement, la démarche de l'itinéraire a quelque chose d'un peu plus artificiel, on va dire, parce que moins ancré dans le quotidien des personnes. Mais justement, moi je trouve que c'est ce qui fait peut-être sa limite, mais aussi son intérêt, parce qu'en fait, on est tous à ce moment-là en position de se demander qu'est-ce qu'il faut montrer, et d'une certaine manière, elle peut être aussi plus facile. En fait, se posent dans la démarche ethnographique parfois des questions éthiques difficiles à résoudre, parce que comme l'immersion se fait sur le temps long, qu'on a accès à énormément de dimensions de la vie des enquêtés. En fait, à un moment donné, on ne sait plus très bien ce qu'on a le droit ou pas de photographier et si les personnes sont toujours en fait consentantes sur ce à quoi on a accès. Alors que là, l'avantage avec le travail de Petitot, c'est qu'il y a moins ce problème parce que de toute façon, là, le temps de la photographie est délimité et les personnes savent qu'on est là pour faire des images ensemble et pour documenter leur vie, quoi. Et donc, elles participent aussi à cette sélection
de manière active même. Et du coup, c'est dans cette exploration-là, ensemble, je trouve que se joue la chose. Donc, j'ai envie de dire, ça produit pas les mêmes... ça produit pas les mêmes résultats, ça produit pas les mêmes formes non plus. Mais je pense que dans les deux cas, ça a son intérêt, en fait. Et dans notre cas, moi, l'intérêt principal que je vois, c'était vraiment dans l'idée de cette collaboration et dans la coproduction d'une représentation alors qui varie selon le thème des itinéraires. Là, dans le cas de Uwe, par exemple, que je vous montrais, on était vraiment dans l'élaboration d'un récit biographique, en fait. Mais il y a une forme de réflexivité, je trouve que parfois on peut perdre dans l'enquête ethnographique parce qu'à la fin, on ne sait plus très bien où est-ce qu'on se trouve, en fait. Voilà. Alors, je vais peut-être la poser différemment que la question initiale, mais ne prenez pas peur. Parce que vous avez déjà apporté un certain nombre d'éléments de réponse à la fois sur le rôle des personnes qui sont interviewées, enquêtées, itinérées, suivies. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment finalement vous avez composé un univers, cet univers-là, entre des vidéos, entre des biographies d'un côté, des itinéraires de l'autre, les photos en elles-mêmes. Vous dites même par moment le texte, on le traite comme de la photographie. Enfin, si je voulais être à la mode, je dirais que ça ressemble à du transmédia storytelling, c'est-à-dire on fabrique un univers un peu comme Star Wars ou les autres, où on multiplie les choses. Comment vous arrivez à ménager, déjà vous-même, en tant que chercheuse, dans ce travail-là, et puis ménager aussi le potentiel lecteur ou la lectrice pour l'amener justement à essayer d'aller composer un peu pas simplement son itinéraire à elle, mais aussi l'interprétation et la fabrique d'une réflexion au travers de ça, parce que c'est tellement foisonnant. Comment vous arrivez à rythmer, à scander tout ça, pour éviter de perdre les gens, ou même vous-même? Parce que tout dépend si on parle du livre ou de l'exposition. Du tout. Finalement, pour moi, je trouve ça intéressant, parce que c'est aussi ce qui se passe actuellement, cette espèce de fabrication quasiment complète, où on n'a pas simplement un livre d'un côté qui, un moment à nous, va devenir une exposition, qui est un peu, finalement, on va dire, du côté du chercheur, qui est un peu son quotidien, dire, bon, ben voilà, ça y est, t'as fait ça, maintenant, il va falloir faire un bouquin, derrière, il va falloir faire une expo, et voire même un film un jour. Vous fabriquez un univers, finalement, qui est composé de tous ces petits éléments. On peut choisir presque d'en prendre tout, de ne pas en prendre tout, de découvrir, commencer par le livre, et puis au hasard de découvrir l'expo. Comment vous ménagez ces temps et un peu ce suspense, c'est-à-dire comment vous fabriquez ce récit-là à travers toutes ces choses-là? Alors, je ne vais pas répondre pour tout, je vais peut-être répondre pour l'exposition. Tout dépend des lieux. Disons qu'on a eu l'opportunité, grâce à ce projet, de pouvoir exposer dans des lieux assez différents, avec des espaces distincts, et puis en mettant en place des collaborations avec différents directeurs et directrices artistiques. Et en fonction des propositions, on a travaillé sur des interactions différentes entre les images. Au départ, à la maison Robert Doisneau à Gentilly, finalement, qui était la première exposition de ce projet, au moment où le livre est sorti, on a classé, on a distingué la première partie observatoire de la seconde partie itinéraire. On a bien scindé les deux parties et on a quelque part peut-être davantage accompagné le spectateur et la spectatrice dans ce cheminement en montrant peu de photographies de l'intérieur des entrepôts, seulement la première image qui donne à voir le convoyeur. Donc c'était peut-être plus énigmatique comme approche et comme entrée dans le sujet, là où dans les dernières expositions et notamment au Bleu du Ciel, on travaille davantage sur des interactions qui peuvent générer d'autres imaginaires et d'autres ouvertures possibles sur le sujet, en mettant en parallèle, par exemple, la série de photographies de Nathalie sur la zone logistique avec un itinéraire de Cécile en diaporama, et en montrant davantage de photographies des intérieurs d'entrepôts avec ces fragments de gestes sur les murs. Donc ménager, je ne sais pas, mais en tout cas travailler différemment la matière et les relations possibles entre les différents aspects de ce projet-là. Peut-être que pour compléter, une première réponse que moi je ferais, c'est que
quand même ce qui va réunir les différentes expositions, c'est que c'est toujours un petit peu le même parcours, j'ai envie de dire. Enfin, en fait, l'idée, c'est... Non, mais c'est-à-dire qu'on commence quand même toujours par présenter les lieux. Ça va et là, je trouve que ça fonctionne. Bon, c'est vrai que là, on avait... Enfin, en gros, on commence par les lieux. Donc les lieux, les zones d'activité logistique. On passe par l'entrepôt et on arrive plutôt dans les univers de vie des personnes. Alors, exception faite de précisément cette image-là. Mais on peut dire que... Enfin, je ne sais pas si ça trouble tellement le parcours habituel qui passe quand même de... Il y a un jeu comme ça d'extérieur, intérieur et ailleurs, quoi. Dans le livre, c'est un petit peu différent. Je pense que c'est marqué dans l'ouvrage en fait, par une distinction matérielle entre... On change le type de papier. Et du coup, ça marque assez bien voilà, les deux régimes de discours en fait, qu'on a dans le livre, qui est d'une part en fait, un ensemble de chapitres voilà, qui sont des synthèses, en fait, vraiment des résultats de recherche. Et puis, plutôt le travail photographique, esthétique, qui reprend pas mal d'éléments de l'exposition. Donc là, du coup, c'est un peu plus peut-être aux spectateurs. En fait, je pense que ça autorise plutôt différents niveaux de lecture. C'est-à-dire entre, j'ai envie de dire, la lecture experte, où voilà, moi je veux connaître les conditions de travail dans l'entrepôt, je lis le chapitre travail en entrepôt et éventuellement je regarde un peu les photographies qui vont pouvoir illustrer ou pas ce que j'ai lu dans l'article en question. Ou alors c'est une entrée beaucoup plus sensible, j'ai envie de dire, où on va rentrer plutôt par des récits de vie, puisque dans le livre, en fait, les photographies sont quand même systématiquement accompagnées d'extraits d'entretien qui restituent un petit peu le parcours de vie des personnes. Puis on a souvent une introduction qui le résume. Donc voilà, on peut avoir une entrée qui est beaucoup plus par les individus, leurs expériences, et éventuellement, à la fin, on se dit, mais tiens, quand même, l'histoire de la précarité, ça revient beaucoup. Donc rechercher, par exemple, un chapitre qui va contenir le mot-clé, par exemple. Donc voilà, on va dire que le livre, il est plutôt structuré à travers ces deux registres. Après, effectivement, bon, je ne sais pas si les lecteurs s'y retrouvent toujours, mais bon, l'idée, c'est de leur proposer ces deux registres qu'ils peuvent utiliser en complémentarité ou éventuellement voir comme une opposition ou même indépendamment les uns des autres, parce que moi, je connais des amis qui m'ont dit ah, c'était cool, ou enfin, t'as un bouquin qu'on avait envie de lire parce que les autres que tu avais écrits, c'était pénible. Et donc, j'ai compris à leur réaction qu'en fait, ils avaient laissé tomber les chapitres en question et ils avaient juste lu, en fait, ils l'avaient lu comme un bouquin photo. Et en même temps, je trouve ça tout à fait légitime et ça permet peut-être justement ça aussi, en fait. C'est que, voilà, ceux que nos ouvrages scientifiques ennuient, ben, au moins, ils trouvent aussi leur compte dans une approche peut-être un peu moins enfin, elle est systématique, mais elle est fait entrer par le matériau de recherche lui-même, en fait. Alors moi, je ne suis pas quand même d'accord parce que on en parlera à table. Mais moi, je me pose quand même la question, je ne sais pas répondre à la question, mais je me pose quand même la question d'un apport véritable de la présence des images pour celui qui découvre le livre. Je pense qu'il y a une forme de savoir qui passe par le sensible, qui précisément, dans cette mesure, est difficile à verbaliser exactement. Est-ce qu'il faut parler d'atmosphère ? Moi, je viens de relire l'ouvrage de Gernot Böhme sur l'atmosphère. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui passe de l'atmosphère de ces lieux ? Enfin, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont données par les images et que les mots ne sont pas là pour faciliter la lecture. Enfin, les images ne sont pas là pour faciliter la lecture. Je pense que, quelque part, il y a quelque chose de l'ordre d'un savoir, n'ayons pas peur de ce mot, qui passe par le visuel. Enfin, bon. On a encore plusieurs questions à vous poser. Est-ce que je...
Oui. Non, non, mais voilà. Mais ça reste à définir et précisément, ça m'intéresse. Mais je crois que c'est vrai. Voilà. On va peut-être vous poser des questions. Est-ce que vous pouvez condenser un tout petit peu vos réponses pour qu'on puisse en poser 2 ou 3 et ensuite donner la parole à la salle? Parce que comme ça, ce serait bien que tout le monde puisse s'exprimer. Moi, j'aurais juste envie de poser une question maintenant, mais on va essayer comme ça mes collègues pourront aussi poser les leurs. Une question sur la manière de travailler à plusieurs, parce que c'est pas évident. On pourrait imaginer qu'un sociologue ait un appareil photo et fasse lui-même ses photos. C'est pas, enfin, bien que vous cumuliez les expertises, Cécile, mais c'est pas le choix que vous avez fait, puisqu'il y a d'un côté des photographes, de l'autre côté une sociologue qui par moment prend l'appareil, c'est vrai. Et puis, je trouve aussi que le style d'Hortense est très très différent de celui de Nathalie. Et c'est vraiment pas la même chose, ce que ça apporte à l'ensemble. Donc, comment on régule ça quand on travaille à plusieurs? Je suppose que ça crée des contraintes par moment. Ça peut créer aussi des moments de surprise et d'événements qui sont bienvenus. Est-ce que vous pourriez, mais pas trop longuement, parler de cette manière de travailler à plusieurs et du choix de travailler à plusieurs? Parce qu'encore une fois, on pourrait avoir une seule personne qui cumule les différentes activités. Donc c'est Cécile qui a initié cette recherche, qui m'a sollicité en premier pour travailler dans l'équipe en tant que photographe. Et puis Cécile est partie à la recherche d'une photographe ou d'un photographe allemand. Donc le choix s'est tourné vers Nathalie parce qu'elle est allemande, qu'elle parle allemand, qu'elle connaît bien le terrain, et aussi parce que c'était une personne comme moi et comme Cécile qui avait une sensibilité pour un sujet et pour une manière de travailler avec d'autres personnes, parce que c'est pas évident de collaborer, de travailler avec des chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales, de comprendre le langage et d'avoir une connaissance aussi d'un milieu et d'une manière de faire qui est spécifique à la recherche lorsqu'on est photographe et vice-versa. Moi, je travaille beaucoup dans le cadre de collaboration et j'ai eu des échecs, des collaborations ratées parce que tout n'est pas mis en œuvre pour que ça se passe bien. Donc, il n'y a pas une connaissance mutuelle des méthodes des uns et des autres ou un intérêt aussi pour la discipline de l'autre. Donc, l'enjeu, c'était ça. Ce qui nous a permis, je pense, de parvenir à travailler ensemble, c'est parce qu'on avait déjà une expérience commune. Ça faisait, avec Cécile, on se connaissait depuis 2010, et donc depuis 2010, on faisait partie d'un même groupe de travail. Et donc, il y avait une antériorité et une première, des collaborations antérieures qui ont rendu possible la mise en place de ce projet. Et après, sur le terrain, il y a eu une écoute les uns des autres et donc des temps surtout de rencontres et d'échanges réguliers qui ont permis d'avancer ensemble, d'avoir une bonne écoute de ce que faisait chaque sous-équipe, donc les équipes de sociologues du côté allemand, du côté français, les photographes, qui a permis de pouvoir donc avoir une connaissance de l'ensemble de l'avancée du projet et donc, je pense, de faciliter la qualité du travail rendu. Non, je pensais aussi rapidement, parce que je ne voulais pas non plus que ce que j'ai dit tout à l'heure veuille dire que j'oppose, parce que non, mais sinon, en fait, je ne travaillerai pas avec des photographes. En fait. C'est simplement que je pense qu'on l'envisage, enfin moi en tout cas, je l'envisage vraiment comme une contextualisation réciproque. Donc c'est justement les photographies, elles disent quelque chose, et puis, bon, après, c'est d'autres registres de discours, je pense, mais bon, bref. Donc l'idée, c'est bien, c'est pas de dire que les uns apportent de la connaissance et les autres apportent du sensible, en fait, sachant que de toute façon, la connaissance, elle passe par le sensible. Mais c'est juste que les photos contextualisent parfois certaines observations ou descriptions qu'on peut faire, et inversement. Et du coup, comment est-ce qu'on travaille à plusieurs, ou en tout cas, comment est-ce qu'on combine des approches photographiques qui peuvent être différentes?
Moi, en tous les cas, je me disais que, peut-être parce que je suis photographe, mais je supporterais pas justement qu'on m'impose, je sais pas, un espèce de cahier des charges hyper strict qui m'impose même la manière de prendre des photos. Donc l'idée, c'était plutôt de proposer en fait des démarches, des protocoles en fait, comme celui d'itinéraire ou les observatoires. Mais sachant de toute façon que chacun allait ou chacune allait l'aménager, mais parce qu'en fait c'est nécessaire. Le protocole, il va donner une direction quand on aborde le terrain, mais après il y a aussi la manière dont le terrain va répondre en fait à cette présence et à cette manière de travailler. Et du coup ça va reformuler un petit peu le cadre de départ. Et donc, il y a aussi bien la photographe qui a peut-être son habitude de travail, et je pense qu'en fait, ça vous a chacune quand même chaque fois décalé, ou recalé, justement. Mais voilà, et je pense que, en tout cas, en termes de régulation, c'est plutôt ça, c'est proposer en fait quelques règles de départ, sachant que de toute façon, elles vont être plus ou moins transgressées ou adaptées, en tout cas, en fonction de la situation, des terrains, des enquêtés. Et c'est ça, finalement, le résultat qui rend la chose intéressante. Et oui, je suis désolée, je suis trop bavarde. Oui. Oui, avant de poser ma question, je vais faire un petit commentaire dans le prolongement de ce que Daniel disait. Je pense que vous serez d'accord, mais et ça reprend ce que je n'ai pas dit de ma première question. C'est qu'en fait, il me semble que ce qu'apporte votre livre, que j'ai vraiment beaucoup aimé, vous apportez plein de choses, et il y a plein de débats qui sont susceptibles d'être tenus à partir de votre ouvrage sur plein de questions. Mais il y en a une, me semble-t-il, qui est tout à fait importante, c'est que à partir de l'image, vous sollicitez notre imagination de manière très particulière et de manière différente de ce que le texte peut faire. Et je trouve que c'est intéressant, c'est l'articulation qu'on va faire dans des phases différentes entre la première, la deuxième et la troisième partie, cet appel à l'imagination, qui est aussi un outil de la sociologie, hein. Il se disait il y a déjà 60 ans, cet appel à l'imagination est conduit différemment dans les trois parties. Ça, je trouve ça tout à fait intéressant. Alors, ma question, que vous avez lue, donc vous connaissez vous allez pouvoir me répondre, c'est un peu la même, mais de manière très concrète. Hein. Sur une photo ou sur deux photos, comment est-ce que vous avez pu discuter, vous mettre d'accord, est-ce que faire consensus ou faire dissensus dans le choix d'une image? Ce que Becker appelait la bonne photo. Alors, ça va être l'occasion de discuter avec nos éditeurs du choix de la photo de couverture. Pour moi, en tout cas, c'était celle qui, de mon point de vue, avait fait le plus de... suscité le plus de discussions. Parce que moi, celle que j'aurais choisie, c'était celle qui figure là dans les cartons d'invitation pour l'exposition, en fait. Qu'on n'a pas, je pense, dans le diaporama. Voilà, c'est celle-ci, ouais. Pourquoi ? Parce que, en fait, moi, j'aime. Alors, elle reprend un petit peu l'idée de la couverture où on a quand même des personnes de dos, mais là, c'est donc un enquêté qui pose de dos, notamment parce qu'il ne voulait pas être reconnu de certaines personnes à Orléans. Mais je trouvais que, du coup, plus généralement, c'était un geste qui était une manière, qui allait bien aussi avec le on n'est pas. C'était une espèce de double négation, en fait. Donc voilà, moi, c'était la raison pour laquelle j'aimais bien cette photo, pour parler de l'exposition, etc. Sauf que ce qui gênait ici nos éditeurs, c'est que le texte qui est inscrit au dos du blouson de la personne est trop visible. Et donc, le point de vue de l'éditeur, c'était oui, mais attends, nous, on a un livre à vendre, et puis bon, c'est aussi une question de communication. Et là, les gens vont plus savoir si le titre, c'est le titre de l'ouvrage ou ce qu'il y a écrit sur le dos du blouson. Donc, cette image fonctionne peut-être pour l'exposition, mais elle ne fonctionne pas ou pour l'affiche de l'exposition, mais elle ne fonctionne pas pour le livre. D'accord. Je vais plutôt parler, non pas d'une image en particulier, mais d'une manière de faire des images.
Moi, au départ, où j'ai commencé les itinéraires, donc le premier itinéraire que j'ai fait, c'était avec Cécile, et j'ai travaillé avec un appareil numérique, et j'ai fait beaucoup d'images. J'étais dans un rapport plutôt de reportage, l'idée de reporter, de retranscrire vraiment tout ce qui se passait, les interactions entre le monsieur rencontré et Didier, voilà, et Cécile. Et je suis rentrée, donc j'ai regardé, j'ai édité, et j'avais 200, 300 images, et en fait, j'avais pas de distance avec mon sujet. Et en fait, c'était pas la bonne image. Alors, c'est pas peut-être une bonne image en soi, mais c'était pas l'image qui me semblait juste par rapport à ce à quoi j'avais assisté et à la manière dont je voulais me positionner par rapport à ces itinéraires. Et donc, une manière de faire et de me rapprocher d'une meilleure image par rapport à ce que je voulais faire, c'était plutôt de changer d'appareil, de changer de rythme, d'être plus loin, d'être plus lente et de travailler en argentique, donc de faire moins d'images, et surtout de plus avoir le regard, l'œil dans le viseur, mais de viser en hauteur, donc avec mon Hasselblad. Donc c'est ça qui m'a rapproché davantage de la bonne image telle que je l'entendais. Mais là où Cécile, pour les itinéraires, était plutôt dans une logique de reportage. C'était vraiment la manière dont chacune voulait se positionner et voulait interpréter, approcher cette méthode des itinéraires. Sur chaque choix d'une image, non, on a plutôt discuté des ensembles, de chaque ensemble photographique et de la manière dont on allait les donner à voir en exposition. Je sais que moi, j'étais pas mal perdue et le fait de discuter, on a travaillé avec Cécile et Nathalie et puis avec Michael Houlette, qui était la personne qui nous a accompagnés pour les expositions, de la manière dont on allait pouvoir exposer, tirer ces photographies. Donc c'est plus des histoires de format et de rapport entre les images. On va peut-être maintenant donner la parole à la salle. Non, juste pour compléter, il y a eu quand même un petit positionnement du texte par rapport aux images, mais là aussi c'était plutôt, c'était plutôt à une échelle globale, en fait, sur ce que le texte. En fait, on rassemblait plusieurs extraits et voilà sur le texte. Enfin, en gros, on est tombé d'accord sur le fait que ça devait raconter le parcours, pas forcément de l'itinéraire, mais de l'enquêté. Donc ça a orienté finalement la sélection de certains extraits en particulier. Mais c'est pas un montage, l'image qui va correspondre direct. Enfin, c'est pas illustratif en fait. On va peut-être donner la parole à la salle. Si nécessaire, on a d'autres questions en réserve, mais ça me paraîtrait intéressant que vous puissiez en poser. Peut-être que les éditeurs veulent prendre la parole également. Voilà. Première question. Très concrètement, quand on parle de comment travailler à plusieurs, au moment des itinéraires, comment vous avez travaillé avec ce trinôme enquêté, photographié, ouvrier-ouvrière, et le sociologue et la photographe? Comment ça s'est fait de manière très concrète, si vous pouviez expliquer comment se déroulait une séance? Je vais commencer. Donc, moi, il y a un premier entretien qui était fait en entrepôt avec toutes les personnes. Sur la centaine d'entretiens effectués, on a fait des itinéraires avec 25 personnes, me semble-t-il, au total. Donc, moi, quand je devais faire un itinéraire, je prenais d'abord connaissance de l'entretien, parce que je n'étais pas là lors de l'entretien d'entrepôt. Donc, une prise de connaissance de l'itinéraire, des endroits où la prise de vue allait se faire, où l'itinéraire allait se dérouler. On en discutait avec la personne avec qui j'allais travailler. Et sur le terrain, donc un premier échange évidemment avec la personne. Et moi, je travaillais sur la distance, trouver la juste distance pour me positionner et pour être à la fois à l'écoute de ce qui était en train de se dire et en capacité de photographier ce qui se passait autour. Donc c'est beaucoup d'aller-retour entre ce qui se passe sur le moment et les paysages traversés. Et pour un certain nombre d'itinéraires, moi je suis retournée après sur les lieux pour compléter les prises de vue. D'accord.
Et donc, il y avait une interaction aussi entre le sociologue et la personne. Tout le temps, oui. Tout le temps. Oui. Le principe, c'est vraiment ça, hein, de l'itinéraire. C'est un sociologue qui dialogue avec la personne, la personne interviewée, et donc le photographe interagit dans cette configuration-là. Et donc, par moment, il y a des pauses pour la prise de vue des personnes en situation. Ça dépend. Ouais. Pour les portraits, oui, en général, oui, c'est généralement des portraits qui sont posés. Oui, parce que ça prend quand même du temps. Oui, ça prend du temps. Puis surtout en argentique, je suis un peu astigmate, donc j'ai toujours du mal avec la netteté. Et après, tout dépend de la configuration. Il y a des itinéraires qu'on a fait en voiture en partie, donc on va s'arrêter à certains endroits. Et après, les itinéraires à pied, c'est un peu différent. Parce qu'il y a moins d'endroits où on passe moins de temps comme ça dans des espaces confinés où on peut plus dialoguer avec les personnes. Et après, évidemment, ça c'est important de le dire aussi, suite à l'itinéraire, donc on montre en échange avec le ou la sociologue sur les photographies faites. On affine la sélection avec elle ou lui, on travaille sur les textes ensemble, et après il y a un envoi à la personne interviewée qui va valider la sélection des photos. Des photos et des textes. Et des textes, évidemment. Oui. D'accord. Merci. D'autres questions ? Merci. Oui, moi j'avais une question. J'ai cru voir dans l'exposition donc à Lyon qu'il y avait des images peut-être un peu plus qui auront peut-être plus la forme d'une note photographique ou quelque chose qui apporterait une information plus directe. Et puis des images, justement, vous parliez là des portraits posés qui sont peut-être un peu plus narratifs dans la façon dont elles sont composées. Comment vous articulez ces deux approches en photographie ? Vous parlez de quelles images qui sont... Vous vous souvenez ? Oui, il y en a certaines qui étaient donc associées vraiment au texte. On avait l'impression qui étaient peut-être plus prises, alors peut-être que c'est qu'une impression, mais sur le vif. Et puis d'autres qui sont plus posées, voire composées, comme même la couverture. Est-ce que vous demandez, par exemple, aux personnes de se mettre à une position pour dire quelque chose, ou est-ce qu'il y a quand même la volonté, je sais pas, de les suivre dans la façon dont ils habitent l'espace, quoi ? Alors, si on parle de la couverture... Je me demande si, en fait, ce que vous soulignez, c'est pas justement les approches qu'on a eues différentes. C'est parce que là où la forme dans laquelle les photos sont le plus associées en texte, ça doit être la mienne. Par exemple, l'exemple que je vous ai montré avec Uwe, qui prend comme ça la forme d'un peu proto-filmique avec un sous-titre. Où là, effectivement, il peut y avoir à certains moments une proximité entre le texte qui serait un commentaire de la photo ou voire une description. Mais ça, c'était en fait mon choix qui était vraiment de rendre compte de l'itinéraire comme un récit en contexte. Alors que du coup, Nathalie et Hortense, elles avaient une approche plus distanciée que vous avez vraisemblablement senti et donc qu'elle a expliqué tout à l'heure. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est pas tellement que c'est un problème d'articulation, c'est plus en fait la manière dont chacune on a interprété la méthode et donc la manière dont on l'a aussi un peu aménagée chaque fois. D'accord. Oui, est-ce qu'il y a un moment où aussi vous avez ressenti quelque chose et vous avez senti du coup le besoin de le traduire dans l'image en demandant par exemple de se poser d'une certaine façon, de monter sur le caillou, là je pense à l'image de couverture, mais... Là, c'était un moment particulier, donc c'est l'itinéraire que j'avais mené avec Maximilien et avec David, le sociologue. Et on était donc Maximilien est un manutentionnaire qui travaillait à l'époque sur une zone du nord vers Charles de Gaulle. Et en rentrant chez lui, il nous a demandé de nous arrêter à proximité d'un champ où il jouait avant, lorsqu'il était enfant, qui est en train de se transformer en zone logistique. Donc ils se sont mis. Je suis désolée, j'ai fait bugger le PowerPoint, donc je ne peux pas vous montrer, mais vous voyez la couverture là. Donc ils discutaient tous les deux avec David et ils se sont mis, c'est David je crois qui s'est mis sur le caillou et il regardait vers ces champs
qui se transforment malheureusement à leur tour en zone logistique. Et j'ai pris cette photo à ce moment-là parce que ça racontait beaucoup de choses, déjà de la relation entre David et Maximilien, et puis de transformation des paysages, qui est vraiment une des conséquences principales de l'arrivée de l'expansion de ces entrepôts et de la logistique. Merci. Mais voilà, donc c'est parfois des moments, alors soit c'est souvent comme ça en photo, hein, soit vous arrêtez, c'est un moment où vous sentez qu'il se passe quelque chose d'intéressant parce qu'il y a une lumière, parce qu'il y a un cadre, parce qu'il y a des personnes, ou vous le provoquez, comme la photo de Manuela, on est avec Cécile sur une zone logistique un matin, samedi matin, il y a du brouillard, elle est habillée avec sa robe rose comme une princesse, et en fait, je lui dis de se mettre au milieu de la rue parce que ça raconte beaucoup de choses de elle, de ce qu'elle est, et puis de l'endroit où elle a envie, enfin où on la prend en photo à ce moment. Moi, j'ai interprété la photo de couverture parce que c'est peut-être que j'ai vu en premier sur votre ouvrage, mais même par rapport à d'autres personnes qui sont photographiées, c'est par rapport au rejet ou au refus de la situation dans laquelle les personnes sont placées maintenant dans la chaîne logistique. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont un élément de la société de consommation dans laquelle on est. Cette logistique, elle existe depuis qu'il y a la consommation, mais sous des formes de plus en plus brutales et de plus en plus barbares, de plus en plus inhumaines. Et là, le fait de ne pas assumer le fait qu'ils sont dans la logistique et de ne pas montrer leur visage, moi je l'ai vu comme une forme de rejet et de refus. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, ou est-ce que un petit peu ce sens-là? Moi, je pense que c'est un peu ça. Alors, peut-être pas tous, mais effectivement, le robot, c'est aussi un stigmate. Et donc, c'était aussi la raison pour laquelle, alternativement à l'autre photographie que j'aurais préférée, on a préféré celle-là. On retrouve la même constante du dos tourné, et c'est vrai que ça renforce la négation de « on n'est pas des robots ». Mais là, je vois Pierre qui fait la moue, parce que c'est, je pense, de leur point de vue, pas la seule raison pour laquelle cette photo est bonne. C'est que c'est aussi une photo qui montre les espaces périurbains dans lesquels se situe le développement logistique. Donc en fait, c'est une photo qui, du point de vue de notre éditeur, résume parfaitement le propos du livre. Et là, je vois que Pierre est satisfait de ma réponse. Tu remarqueras qu'on n'a pas pris la typo du blouson pour faire le titre du livre. Mais ça aurait pu être un peu... En fait, il y a un problème de profondeur de champ aussi. C'est-à-dire que là, il y a un horizon qui est quand même s'il est bouché, il est quand même ouvert, Alors que la profondeur de champ fait qu'on est enfermé dans une espèce d'impasse avec l'autre photo. On aime bien les deux, c'est pas une question. Vous voulez répondre ? Je vais répondre un peu, puis je vais laisser la parole à Aude et Pierre, peut-être. Créafis, pour un sujet comme ça, c'est quand même une évidence, parce que ce sont des éditeurs qui travaillent, qui publient de la photographie, et qui publient bien de la photographie, ça c'est quand même très important, et qui publie des ouvrages de sciences humaines et sociales sur des questions liées au monde urbain. Donc il y avait vraiment une évidence à se tourner vers Créafis, et d'autant plus que moi, je travaille depuis mon premier livre a été fait chez Créafis, et puis tous les autres aussi, les livres de photos. Donc moi, j'avais déjà cette relation avec Aude et Pierre, et puis cette relation de confiance et d'amitié qui fait qu'on a envie de continuer, et que c'était important de garder la même personne. Après, là, c'est un livre de Cécile, et c'est plus aussi une rencontre entre Penser l'urbain par l'image et Créafis.
Oui, pour compléter, en fait, ce livre-là a été produit quasiment en même temps qu'un autre livre un peu plus méthodologique, peut-être un peu plus expérimental aussi, qui est là aussi, qui s'appelle L'urbain par l'image. Et pour le coup, on avait choisi pour ce livre, donc L'urbain par l'image, précisément Créafis, parce que pour nous, il alliait vraiment les deux approches, quoi. À la fois quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'image, qui fait qui va savoir traduire certains éléments dans la maquette, qui va aussi comprendre ce qu'on a envie de faire, ce qui n'est pas rien. Et en même temps, quelqu'un qui a l'habitude aussi de publier des sciences sociales, qui connaît les codes des publications scientifiques. Et du coup, c'était vraiment l'éditeur rêvé pour croiser les deux, en fait. Et du coup, bon, le livre On n'est pas des robots, c'est presque une suite, quoi. Merci beaucoup pour tout ça, mais c'est quand même... Aude est là pour rectifier ce que je peux dire. Simplement, en vous écoutant, il y a une espèce de jubilation à comprendre le livre qu'on fait avec vous. Parce que ce n'est pas forcément évident quand on le fait de tout comprendre. C'est une première chose. C'est un livre qui est au croisement entre photographie et sciences humaines, vous l'avez dit, ce qui est à la fois un énorme avantage, mais aussi un terrible handicap, parce que les libraires vous disent « je le range où ?» Et on a envie de dire dans les deux rayons. Il dit non, nulle part. Parce que ça correspond ni à l'un ni à l'autre, en photographie et en sciences humaines. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire des livres comme ça, hybrides, mais nous, on adore ça. Ça, c'est vrai. On adore ça. Dans tout ce que vous avez dit, pour aller très vite, hein, parce que c'était très riche, et vraiment, hein, c'est pas... Il y a plein de choses qui nous apparaissent ne pas apparaître dans le livre. C'est-à-dire que c'est comme si on avait fabriqué un violon, mais on n'avait pas d'archet. Et là, vous arrivez avec votre archet et vous jouez le livre. Donc oui, c'est ça, ce que vous venez de faire. On apprend plein de choses à chaque fois, hein, mais là, ce soir particulièrement. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont... par exemple, quand je revois les photos en grand écran, parce qu'on nous, on les a jamais projetées, hein, on a toujours découpé des petits bouts de papier, les photos du transect ça m'a fait penser à La mort aux trousses de Hitchcock. C'est-à-dire qu'on regarde d'un côté, on regarde de l'autre, il ne se passe rien. Alors c'est pas comme dans Tex Avery où vous faites un pas, il y a une voiture qui vient vous... Mais dans La mort aux trousses, il y a vraiment cette espèce d'horizon de part et d'autre et jamais on avait pensé à ça en faisant... Bon. Donc c'était une... voilà. Il y a aussi le problème de faire un travail sur l'invisible et d'aller expliquer à nos représentants, par exemple, qui sont plus en photo dans le livre, parce que c'est Interforum qui a été photographié, le fait de montrer des choses qu'on ne verra pas forcément. La logistique, on imagine toujours les entrepôts, etc. Et là, on voit autre chose qui se passe, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, entre les choses. Et pour aller vite, je dirais que ce soir m'est apparu vraiment ce qu'on pourrait appeler l'intertextualité des images et l'intervisualité des textes. Et ça c'est vrai, ça fonctionne mieux quand vous le dites que quand on lit le livre. Mais si on fait l'effort, comme vous invitez à le faire, de mettre le lecteur au travail, peut-être qu'il va y trouver son compte. Voilà, ça c'est un pari. Pour rebondir sur ce que dit Pierre et après Michel, moi je trouve qu'il y a des choses qui se passent effectivement dans le tissu du livre. Enfin, je dis ça parce que moi au fond c'est un travail que j'ai découvert par le livre en tant que récepteur de ce livre. Donc c'est pas le même point de vue que le vôtre forcément. Et je pense qu'il y a des choses qui se passent dans la texture et dans l'interconnexion des choses. Si on prend les photographies de Nathalie Moedje, elles sont finalement assez surprenantes pour le sujet, je trouve. C'est-à-dire qu'on est sur des gros plans très colorés qui gomment finalement le contexte. Donc toutes seules, elles ne peuvent pas parler de la logistique. Enfin, elles n'en parlent d'ailleurs pas.
Si on les isole, si on les isolait. Mais elles ne sont pas isolées. Et donc, elles rentrent dans un espèce de tissu global où elles font contrepoint. Et donc, ça suppose quand même une conception de l'ensemble où il y a effectivement des choses qui se passent dans les intervalles. Et moi, je crois que ça, c'est intéressant parce que finalement, ça fabrique, à mon sens, une espèce de réception de l'ouvrage qui se passe après coup. Parce qu'au fond, ces espaces, ces intervalles travaillent dans l'esprit, mais dans le temps, sous une forme de latence. Et pour moi, c'est une des forces de ce type de travaux-là, qui combinent des éléments hétérogènes, où il y a un peu de jeu entre les éléments, parce qu'ils continuent à travailler ensuite. Oui, non, j'ai un autre commentaire, mais ce n'est pas une question à l'éditeur, mais je ne lui poserai pas parce que je sais qu'il ne voudra pas répondre. J'en ai une autre. Oui, en vous lisant, moi j'ai eu l'impression quand même qu'il y a... Alors tu parlais de trappe, un peu de textile. Moi j'ai l'impression qu'il y a un fil directeur sur l'ensemble d'ouvrages qui n'est pas explicitement indiqué, mais qui apparaît très bien dans les images, dans certaines images, qu'on retrouve dans les textes, qu'on retrouve dans les biographies, qu'on retrouve dans les enquêtes ethnographiques, c'est la notion de flux, hein, qui joue un peu le même rôle que les lignes chez Ingold, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas vraiment, mais elles sont partout. Et cette notion de flux est très intéressante parce qu'elle permet de relier la question de la mondialisation, la question du mouvement des camions, de la logistique, mais c'est aussi les chaînes de travail, c'est aussi les gestes des ouvriers. Et là, je trouve que cette idée mériterait d'être peut-être approfondie d'un point de vue scientifique, j'allais dire, conceptuel, voilà. Ça mériterait peut-être d'être creusé en partant de votre travail. Peut-être juste sur le flux. Alors, vous avez raison, mais je pense que... Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas forcément écrit d'article là-dessus ? Je pense que c'est aussi parce qu'on était un peu anti-flux. C'est-à-dire que, en fait, dans l'idée du flux, il y a quand même l'idée d'un écoulement continu. Et en fait, peut-être aussi dans la structure de l'ouvrage, on voulait montrer à quel point, plutôt attirer l'attention sur les discontinuités, ou en tous les cas, comment le flux se fabrique. Et donc, il ne va pas de soi. Alors après, voilà. Peut-être que c'est... on est anti-flux et en même temps, de fait, c'est effectivement ça qui peut constituer le... Voilà, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être la raison pour laquelle on ne veut pas forcément en faire un concept. Ou en tout cas, on se positionne plutôt pour le déconstruire. Mais de fait, du coup, c'est une référence qui unifie. Oui. Il faut parler dans le micro, nous rappelle Paul Roth. Si tu veux répéter. Non, je ne sais pas. Non, c'était quelque chose d'évanescent et de fugitif. Bon. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions... Peut-être donc oui, pour faire écho à ce que tu viens de dire, est-ce que donc c'est un livre dont vous concevez une dimension politique ? Comment situez-vous ce geste d'un point de vue politique ? Question difficile. Comment dire ? Je peux pas dire que c'est pas politique. Hein. Je dis juste que c'est pas forcément. C'est pas même pas. Est-ce que c'est conscient ou pas ? Disons que oui, forcément, on est dans la critique et de ce point de vue-là, on va avoir un positionnement politique. Après, c'est pas forcément. C'est pas forcément une idée hyper présente qui a orienté toute l'architecture de l'ouvrage. On était quand même dans la volonté d'abord de décrire et de mettre en avant aussi le point de vue des personnes qu'on avait rencontrées. Mais peut-être que rien que ça, en soi, c'est politique. Voilà. Mais disons que
voilà, on ne se posait pas tout le temps la question de est-ce que ce qu'on a choisi, ça va bien servir un projet politique. Voilà. C'est dans ce sens-là que je veux dire. C'est plus peut-être dans certaines intentions, voilà. Et puis à la manière de rendre compte de l'expérience ou des rencontres qu'on a eues, qu'au final, ça a un effet politique. Ouais. C'est un engagement, c'est une photographie, une approche engagée par rapport à qui on montre, montrer les personnes dont on ne parle pas, invisibiliser, et puis la manière dont on le fait, en essayant de leur donner la parole. Et ça, c'est aussi, encore une fois, le fruit de notre expérience au sein de Penser l'urbain par l'image. Comment approcher des sujets, comment donner la parole à des personnes qui ne l'ont pas souvent, et puis essayer de trouver des manières de faire qui permettent de donner à voir ce dont on ne parle pas ou peu. Oui, mais Alan Sekula parle de réalisme critique. Alors, est-ce que c'est un terme qui vous conviendrait, celui de réalisme critique? Pourquoi pas? Oui. Documentaire critique. Voilà. Est-ce que d'autres questions? Oui, Julie? Juste pour prolonger la question du politique et du collectif, puisque vous êtes constitué en collectif, je me demandais si du côté des ouvriers et des ouvrières, il y avait aussi une dimension collective, ou est-ce qu'il y a des trajectoires, des itinéraires individuels? Est-ce que ces itinéraires se rejoignent parfois? Et comment? Et ça me faisait penser à un livre de littérature de François Bégodeau que vous connaissez peut-être, qui s'appelle En guerre, et qui justement part de deux itinéraires qui n'étaient pas censés se croiser, d'une personne en centre-ville et d'une ouvrière justement de la logistique à qui il arrive tout un tas de choses. Alors ça s'est pas rencontré. Alors même qu'en fait on a donc dans la démarche, quand on a fait des entretiens en entrepôt, c'était dans les mêmes entrepôts. Enfin, donc on avait certaines personnes qui se connaissaient entre elles. Bon, je suis désolée, c'est mon téléphone en fait, mais je l'ai pas sous la main, donc je peux pas aller l'éteindre. Donc en soi, on a rencontré des collectifs, mais il se trouve que bon, c'est peut-être un résultat du coup de la recherche. Il se trouve que ils se recroisent pas en dehors. Et ça, c'est un effet. Enfin, il y a plein d'effets, mais il y a effectivement des effets liés vraiment aux conditions de travail, aux carrières à l'intérieur de l'entrepôt qui contribuent en fait à fragmenter la main-d'œuvre et à différencier les catégories de travailleurs. Et donc ça va se répercuter ensuite sur les lieux de résidence, parce que même s'ils se croisent sur les lieux de travail, de par leur trajectoire ou de par leur trajectoire, ils ne vont pas habiter au même endroit. Donc c'est d'ailleurs aussi une des difficultés pour les syndicats aussi. C'est un secteur qui est très peu syndiqué, c'est 4% en France, ce qui est quand même très bas par rapport à d'autres secteurs. Voilà, c'est un problème en fait. Allemagne, je ne sais plus quel est le taux de syndicalisation, mais alors c'est un petit peu différent parce que les élections, dans les entrepôts qu'on a fait, il y avait à chaque fois en Allemagne, en tout cas, des représentants syndicaux, mais de la même manière, ils n'arrivent pas forcément à beaucoup mobiliser à l'intérieur des entrepôts. Écoute, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être s'arrêter là. Moi, je vous invite à venir feuilleter les livres qui sont ici, à acheter « On n'est pas des robots » ou « Penser l'urbain par l'image ». Voilà, et je vous remercie d'être venu ce soir vous joindre à nous. Bonne soirée.